Alors, bonjour Cyril Garcia. Vous avez publié en 2016 aux éditions de l'Harmattan un livre qui s'appelle Amado Granel, libérateur de Paris. Livre qui est préfacé par Michel Goya. Amado Granel est peu connu en France, alors qu'il a joué un rôle très important au moment de la libération de Paris. C'est le titre de votre livre. Et c'est un homme tout à fait étonnant puisque il a eu une vie militaire très longue et très difficile puisqu'il a commencé pendant la guerre d'Espagne comme en combattant pour la République espagnole. Alors, j'aimerais qu'on refasse le parcours de d'Amado Granel depuis le début jusqu'à la fin de sa vie, qui se déroule en Espagne et qui se termine d'ailleurs tragiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est, où Bien il est sûr. né, qu'est-ce qu'il a fait dans les premières années de sa vie et qu'est-ce qui l'a conduit à devenir un soldat au service de la République espagnole? Bonjour Bertrand déjà, et merci de l'invitation. C'est une rencontre que l'on aurait dû faire en 2016 déjà, mais bon, parfois c'est un peu compliqué pour se rencontrer. Arnaud Granel, c'est un parcours très intéressant. Il est né en 1898 hein, dans le sud-est de l'Espagne, dans la région de Valence, dans une famille de commerçants. C'est une région particulièrement exportatrice d'oranges. On va dire que le premier événement marquant, c'est la guerre du Rif, hein, qui oppose l'Espagne puis la France face aux troupes d'Abdelkrim hein, dans le nord du Maroc. Les Espagnols vont notamment subir une défaite et un massacre assez important à Anoual, dans les montagnes Rifènes. Et la presse espagnole va notamment publier des photos montrant des soldats espagnols mutilés. Et ça va énormément bouleverser l'opinion publique à l'époque. Mano Granel, à l'époque, a 21 ans. C'est un jeune homme patriote. Et il va décider de s'engager en fait dans la Légion espagnole, le Tercio, pour venger en tous les cas ces soldats espagnols qui ont été euh, tués et puis quelque peu mutilés, c'est le mot qu'on puisse dire, quoi. Et exposés tout du moins. Donc il combat dans le Rif, il fait une belle guerre, il devient rapidement sous-officier dans des régiments qui étaient particulièrement fournis en baroudeurs, en anciens prisonniers. Enfin, n'importe quel jeune homme aurait pu être un peu déboussolé par la composition quelque peu explosive de ses troupes. Et au contraire, il fait une belle guerre et il va révéler un, un- un talent ou un esprit guerrier assez marqué que l'on retrouvera plus tard dans les aventures qui nous concernent. Alors, quand il rentre de la guerre du Rif, il ne continue pas sa carrière militaire. Il décide d'ouvrir un magasin de motos toujours dans la région de Valence. Et puis, en parallèle de son mariage et puis de la vie privée que tout le monde peut avoir, il décide de s'engager politiquement. Il va devenir notamment à la fois syndicaliste dans le grand syndicat qu'on appelle l'UGT en Espagne, qui était proche du PSOE, et puis affilié à un mouvement qui s'appelle, PSOE, c'est-à-dire le Parti socialiste espagnol. oui, qui est un peu plus à gauche que notre PS actuel, disons, et membre d'un parti qui s'appelle la gauche républicaine, qui, si je veux caricaturer, est un parti radical, mais avec des positions économiques beaucoup plus à gauche et très marqué par un esprit anticlérical, qui était le parti d'Assanial, un des personnages phares de la Seconde République en Espagne. Vous pouvez nous dire un mot de la situation politique en Espagne au moment où Granel s'engage dans l'action politique? Ben, elle va être bouleversée parce que, premièrement, il va y avoir des élections en 31. La République gagne les élections, le roi part. Enfin voilà, c'est une époque où l'Espagne est chamboulée, puisqu'en parallèle de cela, il va y avoir aussi une petite parenthèse autoritaire avec Primo de Rivera. Donc c'est une Espagne, si vous voulez, qui ne s'est pas réveillée de la perte de ses colonies, en 98 notamment, qui a connu des bouleversements économiques et sociaux assez profonds et qui connaît une succession
de coups d'État et de changements de régime assez importants. Donc à l'époque où Granel s'engage, on est dans une Espagne qui est profondément mouvementée, avec un mouvement ouvrier qui commence à se consolider. Voilà, je peux dire une Espagne qui n'a plus le lustre d'antan et qui bouge beaucoup. Alors, quelle est l'action politique de Granel? C'est un militant qui prend des responsabilités ou c'est un militant de base? Alors c'est un militant qui va rapidement prendre des responsabilités puisqu'il va notamment être un des, un des, un des dirigeants, un des meneurs d'une très grande grève qui va se dérouler en 1934 à Alicante et où il sera un des leaders avec l'UGT. Donc c'est un homme qui progressivement va prendre beaucoup de place dans la vie civique, notamment dans sa commune d'Orihuela où il va devenir conseiller municipal jusqu'en 1936-37. Et au moment où la guerre civile éclate, quelle est son attitude? Immédiatement, il rentre dans un comité antifasciste, c'est-à-dire dans la commune d'Orihuela, il va y avoir des hommes qui vont se réunir en prenant des fusils et des armes afin de défendre la commune face aux menées franquistes et une éventuelle agression franquiste sur la commune. Cependant, Granel, et ça c'est une spécificité qui est assez importante chez lui, va aussi protéger les biens de l'Église, à une époque où les anarchistes euh, en voulaient énormément à la République, qu'ils jugeaient comme une république bourgeoise, qui n'avait pas, enfin c'est les présupposés anarchistes qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, une république bourgeoise, inégalitaire, etc., etc., etc. Donc il va s'opposer à ce que les anarchistes rentrent notamment dans une église pour brûler et piller les biens de l'église. Il va s'opposer militairement en disant clairement on ne touche pas aux biens du peuple. Donc il devient le dirigeant d'une milice populaire pro-républicaine. Et puis progressivement, ben, ça va être l'époque du front, il va s'engager jusqu'à diriger une division blindée euh, durant notamment la défense de Madrid, les batailles de l'Ebro. Alors justement, quels sont ses principaux combats et se déroule son ascension militaire pendant la guerre civile? Bah, le fait déjà d'une part dans une armée qui était une armée aussi populaire, hein, il y avait des cadres de l'armée qui étaient restés fidèles, la République, mais vous avez aussi beaucoup de cadres qui n'ont pas d'expérience militaire, puisque l'Espagne n'avait pas, par exemple pas participé à la guerre 14-18. C'est une Espagne qui, en dehors de la parenthèse du Rif, avait très peu combattu. Et Granel apporte justement une expérience militaire, une formation qui est une formation excellente dans le tertio espagnol, et c'est une expérience justement que beaucoup de cadres de l'armée républicaine n'ont pas. Donc progressivement, il va rapidement évoluer jusqu'à diriger une division blindée. Et il va notamment participer à la défense de Madrid, aux côtés des communistes d'ailleurs, mais également dans toutes les grandes batailles qui vont sillonner jusqu'à son départ d'Alicante en 1939. Alors, de qui est-il proche politiquement pendant la guerre civile? C'est un légaliste. Voilà. Il est pour la légalité du gouvernement. Il reste proche d'Assania, donc des idées républicaines, modérées, c'est un homme de la gauche modérée, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas communiste, qui n'est pas anarchiste, qui a combattu les deux extrêmes successivement, puisque je rappelais tout à l'heure qu'il avait notamment lutté contre les anarchistes, contre les pillages d'anarchistes dans sa région. Mais c'est un légaliste, un républicain qui croit en l'école, qui croit aux piliers de la République traditionnelle et qui est favorable à un régime démocratique. C'est un défenseur de la démocratie et contre tout régime autoritaire clérical que propose Franco à l'époque. Alors, vous dites dans votre livre que c'est un homme qui participe à l'une des dernières grandes batailles de la République. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette participation et cette bataille? Bah, ça va être une offensive, une contre-offensive contre les armées franquistes. Alors je crois que de tête c'est dans l'Ebre, hein, de mémoire, je dis ça, au moment que j'ai pas travaillé dessus. Et il va y avoir en effet des escarmouches, ça va être une bataille qui va être assez sanglante et qui va être composée de va-et-vient, hein. Les républicains vont gagner des camps, les franquistes vont finir par prendre le dessus, et ça va être vraiment la débandade, puisque les troupes, notamment de Granel, vont être acculées sur les côtes orientales de l'Espagne et vont devoir fuir, quoi.
Donc c'est une des grandes phases décisives pour les franquistes qui va jouer un rôle assez, assez important malheureusement dans la défaite de la République. Donc, à partir du moment où la République est défaite, Granel va quitter l'Espagne. Oui, Et il quitte l'Espagne pour l'Algérie. Comment se déroule ce départ? bah, c'est le fameux épisode du Stanbrook. Les populations vont être acculées parce que les troupes franquistes arrivent. Il y a des très grandes craintes de massacre de populations civiles. Un Gallois sur un bateau qui s'appelle le Stanbrook va réussir à récupérer énormément de civils et de militaires et à les arrimer jusqu'à Oran, où à Oran, ils vont être reçus dans des conditions assez catastrophiques, puisque les autorités françaises vont refuser que les civils débarquent. C'est la Croix-Rouge qui va faire le forcing pour que des civils puissent sortir et être soignés. Et ça va être un épisode assez tragique, en effet. Disons que beaucoup de républicains pensaient que les républicains français, notamment les républicains français du Front populaire, même si on n'est plus dans le Front populaire, mais ce qui restait d'une tradition démocratique des gens au pouvoir à la fin de la guerre d'Espagne, allaient les accueillir à bras ouverts et se retrouvent face à une France qui les parque dans des camps, enfin, c'est pour le cas dans les Pyrénées, et vont très mal les accueillir en Algérie. Alors, Oran, vous le rappelez, c'est une ville qui est assez largement peuplée d'Espagnols. À peu de 80%, oui. Oui, oui. Donc, C'est c'est là quoi? que Granel s'installe et il survit comment? Là, il y a des blancs. On sait qu'il a été parqué dans des camps, parce qu'il va y avoir beaucoup de camps dans le Sahara, une cinquantaine de mémoire. C'est un épisode qui est très connu même par l'opinion française aujourd'hui, hein. Il y a eu des camps dans le Sahara où on a parqué des républicains espagnols, des juifs, des éléments gaullistes. On sait que Granel est passé par là. Il y a eu des recherches qui ont été faites, hein. Comment il s'en sort, on ne sait pas. Est-ce que des camps ont été libérés? Est-ce que c'est une évasion? Tout ce qu'on sait par contre, c'est qu'au moment de leur opération Torch, donc au moment où les Anglais et les Américains débarquent en Afrique du Nord, il est à Oran. Il est très proche des milieux socialistes, notamment dans la ville d'Oran. Et il va guider les troupes américaines jusqu'à l'hôtel de ville d'Oran. Donc c'est une période, si vous voulez, qui est un petit peu trouble au sens où on a peu d'informations concrètes. Ce qui est sûr, c'est que premièrement, il rentre, euh, il est dans un camp, dans le Sahara. Comment il atterrit à Oran, on n'en sait rien. Et il joue un rôle quand même minimal, entre guillemets, dans la résistance oranaise à la fin, en guidant les troupes anglo-américaines, qui étaient souvent composées d'ailleurs de latinos, hein, de portoricains, de mexicains, parce que l'OSS et l'ambassadeur Murphy ayant fait très bien son travail, eh bien, on avait diagnostiqué que la population oranaise est une population d'origine espagnole. Donc, on va faire débarquer des gens qui parlent espagnol à Oran. Alors, comment donc les Américains débarquent, on connaît la période de confusion, l'assassinat de Darlan, enfin l'exécution plutôt de Darlan, le, la rivalité entre De Gaulle et Giraud. Et comment Granel intègre en fait l'armée française? Dans quelles conditions? Bah, il va y avoir la création de ce qu'on appelle les corps francs d'Afrique, hein. Oui. Il va y avoir une volonté des Américains et des Anglais et de certains cadres de l'armée d'armistice de rentrer en guerre concrètement en créant ce qu'on appelle des corps francs d'Afrique, qui seront des corps francs où on trouvera un millimélo de personnes, des éléments gaullistes, des personnes d'origine juive, quelques personnes d'origine maghrébine, enfin musulmane tout du moins, beaucoup de républicains espagnols, des évadés, enfin bref, des girodistes, toutes des populations très très variées, mais qui souhaitent justement reprendre les armes contre, contre l'armée nazie. Il va y avoir deux personnes qui vont jouer un rôle très important dans le recrutement des Espagnols. Il y en a un, c'est l'amiral Bouissa, qui était le chef d'état-major de la marine républicaine durant la guerre civile. Et l'amiral Bouissa était le seul officier en 1940 espagnol de la Légion étrangère. Puisque sans revenir sur cet épisode, on estime que 28% de la Légion étrangère, notamment celle qui va combattre à Narvik, était composée de républicains espagnols.
et notamment un officier, alors lui qui ne fait pas Narvik, mais qui fait d'autres campagnes, qui s'appelle l'amiral Bouissa, et qui va être recruté comme officier dans les corps francs d'Afrique. Donc, probablement, cette personne-là joue un rôle, il va essayer de recruter tous ses compatriotes euh, pour intégrer ces unités, avec toujours l'espoir en tête de dire, une fois que la France sera libérée, on retournera en Espagne et on virera Franco. La deuxième personne qui sera compagnon de la libération, c'est Joseph Putz. Donc, Joseph Putz est un vétéran de la guerre 14-18, hein. Il a été gazé. Il est employé de mairie en Algérie et militant CGT dans les années 30 et il décide de s'engager dans les brigades internationales. Il fait toute la guerre et il obtient le grade de général d'ailleurs. Joseph Putz est officier aussi des corps francs d'Afrique. Et donc ces deux hommes vont énormément faire dans le recrutement de ces Espagnols. Ouais. Et donc, Granel intègre les corps francs. Et comment après se retrouve-t-il dans la deuxième division blindée? Ben, beaucoup de ces unités en fait vont faire le choix entre l'armée de Delattre, qui était composée de beaucoup d'officiers de l'armistice, dont certains d'ailleurs avaient eu un comportement un peu néfaste face aux Espagnols. Beaucoup de ces officiers étaient des officiers conservateurs et il y avait eu des positions très négatives en faveur de l'accueil des Espagnols à cette période. Et de l'autre, vous aviez bien l'armée de Leclerc, où combattait Putz d'ailleurs. Et donc le choix va être fait notamment via Granel, qui va pousser à ce que ce compatriote rejoigne ensuite, après la campagne de Bizerte, la deuxième levée du général Leclerc. Oui, parce qu'il y a Granel combat déjà en Tunisie. Il est décoré à Bizerte, oui. Et c'est ensuite que la division Leclerc est formée. De mémoire, oui, au Maroc, oui. C'est cela. Alors, je crois que la compagnie va se créer aussi en Kabylie. Il va y avoir plusieurs étapes. La formation, notamment sur les chars, va être faite au Maroc. Donc, Granel, à ce moment-là, intègre une compagnie qui va devenir fameuse et dont nous allons reparler, la neuvième compagnie, la Nueve. Hmm. Vous allez me dire un peu ce que c'est, comment est composée, comment est formée cette compagnie. Eh bien, notamment à Gigili, on va décider de réunir la majorité des Espagnols dans une compagnie où la langue sera d'ailleurs très largement le castillan et qui sera dirigée par un vétéran de la campagne d'Afrique qui s'appelle Raymond Dron, qui était un administrateur colonial, un homme avec un fort caractère, qui avait des notions d'espagnol et dont Leclerc lui avait proposé en lui disant, vu votre caractère et vu le caractère indomptable de ces Espagnols, qui sont des grands guerriers, mais aussi des gens parfois difficilement avec difficulté à diriger, parce que c'est beaucoup des anarchistes, il faut quand même le rappeler, eh bien, vous allez faire votre affaire et vous montrez cette compagnie, et puis vous êtes la personne idoine pour ce type de poste, de titre. Et là, il va s'appuyer énormément sur Granel, qui lui a non seulement, outre son passé de militaire, mais aussi ses talents de conciliateur et puis ses positions modérées, va être un rouage essentiel de cette compagnie. On trouvera des Espagnols dans d'autres compagnies aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Ils vont être parsemés, mais c'est vraiment dans cette compagnie-là qu'on aura autant de républicains qui sont souvent des anarchistes, même si on trouve des communistes, des socialistes, on trouve, mais beaucoup d'anarchistes dans cette compagnie, pour des raisons regroupement. Alors, vous dites d'ailleurs que dans cette compagnie et sur les véhicules de cette compagnie, il y a le drapeau de la République espagnole à côté du drapeau de la France libre. Et ceci avec l'autorisation du général Leclerc. Oui, oui, bah, Officier monarchiste plutôt de droite. vous savez, en termes de valeur, enfin, Leclerc était en effet lecteur d'Action française dans les années 30 et 20, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent et qui avait bien reconnu la qualité militaire et humaine de ces soldats, hein, qui avaient quand même connu les affres de la guerre civile, certains les camps, la campagne de Tunisie. Donc on est face à des soldats qui sont des soldats vraiment aguerris, hein. Et Leclerc avait eu l'intelligence d'être magnanime sur ses considérations politiques, si vous voulez, qui étaient un peu secondaires, d'une certaine manière.
de savoir si vous êtes communiste, anarchiste ou maurassien, d'une certaine manière, dans une guerre comme celle face aux Allemands, c'est une question qui est secondaire, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les tas d'autres cas dans la résistance, hein. Bien sûr. Donc, la deuxième DB est formée, elle débarque en France et elle participe très activement au combat de Normandie. Dans Vous les blocages. décrivez dans votre livre un certain nombre de combats très violents en Normandie, dans la région des Couchets, où la Nueve affronte les troupes allemandes. Ouais, c'est au corps à corps, hein. C'est des batailles qui sont vraiment une rare violence. La Nouvelle va vite se retrouver d'ailleurs comme une compagnie à l'avant-garde de la GMDB, qui va affronter des Allemands qui sont acculés, les SS, dans des bocages, dans des positions qui sont très difficiles à manœuvrer, à visualiser l'adversaire. Donc, c'est des batailles qui sont d'une rare violence et où la Nouvelle va non seulement perdre beaucoup d'hommes, mais va réellement, si vous voulez, s'aguerrir et puis prendre ses armes de noblesse, c'est cela? Ces titres de Ses noblesse, noblesse, oui, pardon, si on peut excusez-moi. dire, oui, oui, sa gloire militaire en La tout gloire cas, militaire, oui. dans ces combats sur le front de Normandie. Alors, c'est, nous venons de célébrer le 80e anniversaire de la libération de Paris et Amado Granel joue un très grand rôle dans les opérations militaires qui aboutissent à la libération de Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment Granel en arrive à être le premier officier à rentrer dans la capitale et à rejoindre l'hôtel de ville dans la nuit du 24 août? Déjà, Paris avait un caractère un peu particulier puisque les Américains souhaitaient contourner Paris. Le général de Gaulle voulait, pour des raisons symboliques, mais aussi stratégiques, récupérer la ville, ce qui peut se comprendre. De Gaulle avait très très peur d'une insurrection communiste qui aurait pu être matée dans une rare violence comme ça avait été le cas à Varsovie. Et puis bien sûr, il y avait la volonté de Gaulle que ce soit les Français qui rentrent les premiers dans Paris et libèrent la ville. Donc arrivé à la Croix de Berny, je passe, hein. Leclerc va donner l'ordre à Dronne notamment et puis à Granel de rentrer dans la ville pour dire aux insurgés que eh bien, la ZMDB arrivait, les Français arrivaient. Il y avait déjà eu un avion qui était venu libérer un message avec marqué Tenez bon, hein. Il y avait tout un tas de mécanismes qu'on retrouve dans mon livre pour signaler à la résistance qui était impatiente et qui avait aussi peur, bien sûr, d'une répression allemande que les Français et les Alliés arrivaient. Et Granel va réussir, si vous voulez, à s'immiscer rapidement à l'hôtel de ville, un peu avant Raymond Dronne, et à être reçu par Georges Bidault et puis par le comité de résistance de la ville de Paris, comme l'a montré eh bien, ce titre, hein, du journal Libération. Ils sont arrivés avec le visage de Granel, le général Braun, qui en fait était une transcription du général Braun, les Américains. En fait, il s'agissait simplement d'un officier espagnol de l'armée française qui est arrivé le premier. Alors, le symbole est fort, hein, bien sûr, hein. Granel n'a pas libéré tout seul Paris. La question ne s'est jamais posée. Mais que cet officier d'une armée vaincue revienne en vainqueur dans une ville qui a toujours été la capitale de la liberté, c'est un symbole extrêmement fort, hein. Très, très fort. Et il y a des témoignages, hein, qui le disent, hein. Léo Hamon, par exemple, futur gaulliste de gauche, Léo Hamon, qui était vice-président du Conseil national de Paris, avait dit, mais quand ils sont arrivés, ils parlaient même pas français. Ils parlaient espagnol. Sinon, ça nous a surpris, en fait. On pensait que c'était des officiers français, voire des Américains qui débarqueraient. On voit des gens qui parlent avec un accent espagnol. Et c'est des témoignages qu'on a retrouvés dans des courriers, notamment de Granel et d'autres, hein, attestant que la Noévé, alors il y avait d'autres unités qui sont arrivées après, hein, était bien sûr l'unité qui est arrivée la première à l'hôtel de ville de Paris.
Alors, il y a un deuxième moment symbolique après cette arrivée de Granel, c'est la grande manifestation qui se déroule le 26 août, au lendemain de l'entrée de la deuxième DB au complet dans Paris et des troupes américaines également. Il y a une descente des Champs-Élysées célèbre, où De Gaulle, suivi d'une foule de résistants et avec le concours d'un nombre considérable de Parisiens, De Gaulle descend les Champs-Élysées. Or, Granel se trouve également là, au premier rang, chargé en fait de la protection de l'ouverture du défilé ou de la parade ou enfin de la manifestation est chargé en fait de la protection du général de Gaulle et des principaux dirigeants du gouvernement provisoire et de la résistance intérieure. La C'est bien nommée, cela. premièrement, cette nouvelle compagnie du capitaine Drone hein, va être chargée dans un premier temps, elle, d'escorter le cortège, puisque sur les abords latéraux, ce sont les chars de la NOEV qui forment une sorte de rempart, une protection latérale de ce cortège qui est aujourd'hui très connu, hein, du général de Gaulle avec les chefs de la résistance. Or, Georges Bidault, aujourd'hui sur les photos, ça c'est un autre débat. Georges Bidault qui avait accueilli Granel avec son comité. Mais bon, là, on part sur une autre chose. Mais en effet, l'homme qui escorte le cortège, c'est Granel, avec un petit drapeau républicain, un drapeau français, bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup d'officiers français été très jaloux, par chauvinisme, bien sûr, que ce soit des Espagnols et notamment Granel, qui ait cette position symbolique lors du cortège. C'était très critiqué, puisqu'il y avait cette impression, si vous voulez, qu'on leur volait leur victoire. Il y a eu des contestations, notamment sur le fait que des drapeaux républicains ont circulé sur les abords avec la foule. Il y a des Espagnols qui étaient là, qui tenaient des drapeaux républicains. Certains drapeaux républicains sur les chars, d'ailleurs, ont été enlevés, avec cette impression systématique, si vous voulez, d'à la fois nationaliser le roman national, mais surtout de nationaliser les troupes. Hmm. Et on a... Et Pardon. qui a décidé que ce serait Granel qui ouvrirait qui protégerait la tête du cortège? Leclerc et Drone. C'est-à-dire, c'est dire, en fait, l'importance de cet homme, à la fois dans cette compagnie, mais également dans cette division, en fait. On est vraiment face à un homme au destin extraordinaire, qui, je répète, était marchand de moto avant la guerre. Il n'était pas, il n'est pas de l'Académie de Tolède, il n'était pas philosophe, il n'était pas quelqu'un qui était un simple marchand de moto, aguerri, c'est vrai, dans la Légion espagnole et par la guerre civile, mais un homme d'une intelligence populaire hors norme, telle que l'attesteront, pardon, d'ailleurs, les différentes lettres. On en reparlera après, lors de cette volonté de certains républicains de rallier la monarchie pour rétablir la démocratie. On va en On parler en reparlera après. dans un petit moment, On en mais reparlera après. alors, après la libération de Paris, la, la guerre continue et Granel y participe extrêmement activement avec sa compagnie et avec naturellement la division Leclerc. Hum, Il se bat dans les Vosges, il se bat en Alsace. hum. Bah, cette compagnie va beaucoup souffrir pour deux raisons. Premièrement, il y a la fatigue. Beaucoup ont quand même combattu depuis la guerre d'Espagne pendant près de 7 8 ans, disons, hein. Certains n'ont pas de famille, donc ça veut dire très peu de repos à la maison, de permission, beaucoup de morts, hein. La compagnie va, notamment dans les Vosges, être touchée à de nombreuses reprises. Donc, si vous voulez, il y a une fatigue morale, psychologique, qui fait que Granel ne va pas continuer jusqu'à la campagne d'Allemagne, il va s'arrêter à Strasbourg, hein, fatigué, éreinté, à la fois psychologiquement, puisque vous n'avez pas de famille, vous perdez vos amis, espagnols comme français d'ailleurs, hein. Amado Granel était très ami avec des officiers français comme De La Horie, par exemple, l'officier de premier plan de la division. Et puis, ne pas savoir où on va, en fait. On a gagné, c'est vrai, mais l'Espagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe demain?
Vous voyez, on est tous on est chamboulés, en fait. On est face à des officiers qui sont loin de chez eux, sont fatigués, beaucoup de morts, mais ça n'empêchera pas beaucoup d'Espagnols de la Nouvelle feront partie des tout premiers à atteindre le nid d'aigle, sans Granel, mais avec d'autres hommes, des Américains, des Français, etc. On retrouvera des hommes de la Nouvelle par les tout premiers à atterrir sur le nid d'aigle, sans Granel. Alors, c'est un officier couvert de décorations françaises, américaines Hmm. aussi. Il a une très très belle décoration américaine qui revient à la guerre civile. Et là, il y a une nouvelle étape, en fait, dans la vie de Granel, qui est une étape politique peu connue, puisque il se mobilise, en fait, en faveur d'un retour de l'Espagne à une monarchie constitutionnelle en lien avec, et il se mobilise en lien avec un homme politique espagnol extrêmement important, Largo Caballero. Est-ce que vous pouvez nous parler ce moment de la vie de Granel? Bien sûr. Premièrement, la majorité des Espagnols qui vont combattre dans les maquis ou dans l'armée française, après la guerre, ils se retrouvent coincés. Comme le rappelait, ils ne peuvent plus retourner en Espagne. Donc beaucoup, en réalité, vont rester en France. Beaucoup étaient des paysans, des ouvriers. Donc ils vont se marier avec des Françaises, des Espagnols, peu importe. Et ils vont continuer leur vie, si vous voulez, dans l'anonymat, sans chercher, si vous voulez, à la fois d'une gloire quelconque. Granel, lui, décide en réalité, dès le départ, eh bien, il a compris que les Anglais et les Américains, et ni les Français d'ailleurs, n'aideraient euh, les républicains à reprendre le pouvoir en Espagne. D'accord? Ça, c'est un point qui est très important. Il a compris la situation géopolitique. On est en période de guerre froide. La République espagnole passe en second temps, en second plan. À Paris, comme il est auréolé, si vous voulez, de ce statut de premier officier français, entre guillemets, à être entré à l'hôtel de ville de Paris, il va être approché par différents hommes politiques en exil, notamment Miguel Maura, qui a été président du Conseil, et qui lui propose d'ailleurs, dans une sorte de gouvernement en exil, un poste de ministre de la Défense que Granel va refuser d'ailleurs, puisque on est sur des statuts symboliques. Donc Granel vit à Paris, il est commercial, il crée notamment un restaurant qui s'appelle Los Amigos, où ses amis gaullistes, les amis espagnols viennent manger de la paella, discuter politique, etc., etc., etc. Et il apprend que Largo Caballero, qui a été déporté de France jusqu'en Allemagne, est à l'hôpital. Il est revenu très fatigué, il était âgé de cette déportation, et il va le rencontrer. Vous Alors, pouvez nous rappeler le rôle de Largo Caballero pendant la guerre civile et dans la vie politique espagnole en général? C'est un nom qui est quelque peu oublié aujourd'hui. alors Largo Caballero est un ouvrier stuckiste, enfin bref, ouvrier, qui va tenir un rôle très important dans le socialisme espagnol pendant près de 20 ans. Euh, on l'appelle le Lénine espagnol, puisque il a été longtemps favorable à une révolution en Espagne, notamment en 1934, qui sera maté d'ailleurs par le général Franco. C'est un homme qui a été président du Conseil, qui, durant la guerre, a joué un rôle de radicalisation du régime, hein, en période de guerre civile. Donc ça va lui être particulièrement reproché. Si vous voulez, il y avait deux tendances pour caricaturer. Il y avait une tendance au PSOE réformiste, avec Prieto, qui est un journaliste, et une tendance révolutionnaire, beaucoup plus radicale dans la prise de pouvoir, qui était incarnée par Caballero. Voilà, Caballero est un homme qui a fait beaucoup de prison notamment, et qui, arrivé en France, alors qu'il est dans le sud-ouest avec sa femme, va être arrêté par les autorités françaises et allemandes et va être déporté en Allemagne. Donc, quand il revient en 1945-46 en France, il est extrêmement fatigué et il a compris que le régime républicain ne serait pas réinstauré.
Donc, et que pour défendre une démocratie et les droits sociaux des travailleurs en Espagne, il faut passer par un retour d'une monarchie et donc de faire le pari de soutenir Juan de Borbón, qui est le père de Juan Carlos. Alors, quel est le rôle de Granel entre Largo Caballero et le comte de Barcelone? Alors, Granel va être, on sait qu'il a été soutenu par les Anglais et les Français, hein. Je veux dire, il faut quand même rappeler que Granel était officier de l'armée française, hein, que ses déplacements et ses, prises de, et ses activités politiques ont été soutenus par les Anglais, notamment, qui rêvaient d'un régime, d'une monarchie parlementaire à l'anglaise en Espagne après la guerre. Donc, Granel va être un petit peu l'émissaire de Caballero, dans un premier temps auprès de Juan de Borbón et de ses ministres et de ses conseillers, afin de faire la liaison entre une partie de la gauche, si vous voulez, et Juan de Bourbon, de rallier la gauche républicaine en exil à l'idée d'une monarchie parlementaire et démocratique, hein, ce qui n'était pas Ouais. gagné, compte tenu de l'image de Largo Caballero. Quand vous êtes surnommé le Lénine espagnol, c'est pas gagné de représenter une gauche démocratique favorable à un roi. Mais bon, Caballero avait aussi l'image d'une grande figure républicaine. Et donc Granel va être envoyé notamment à Estoril, le Portugal, où la famille de Bourbon vit. Et il va aussi être envoyé pour eh bien, rallier les autres tribunes républicaines, les syndicats en exil, Prieto, qui représentait un courant du PSOE très fort, donc rallier, d'expliquer pourquoi cette démarche, pourquoi il est important que même si on a perdu la guerre civile, on doit soutenir le roi pour remettre une démocratie en place en Espagne, et une démocratie, bien sûr, protectrice des travailleurs et des plus pauvres, puisqu'on n'oublie pas non plus les idées socialistes, qui sont celles des républicains en exil. Donc c'est l'émissaire de Caballero, et ça va devenir rapidement l'émissaire d'ailleurs de toute la gauche espagnole, euh, en exil, bien sûr, notamment beaucoup en France, auprès de Juan de Borbon. Et le comte de Barcelone, quelle est sa position politique? Vous dites qu'il a publié un manifeste à ce moment-là. Oui, la position est un peu complexe. Juan de Bourbon est officier de l'armée anglaise, il a fait son service militaire dans l'armée anglaise, il a cherché aussi de combattre dans ce qu'on appelle les troupes carlistes durant la guerre civile. C'est un homme qui rêve en fait de restaurer sa dynastie sur le trône espagnol. Donc c'est un homme qui va aussi comprendre que pour restaurer en fait le prestige de sa famille, il va falloir rallier des courants beaucoup plus larges que, que ceux traditionnellement favorables à la monarchie. Donc il va, si vous voulez, à la fois conseillé par les intellectuels qui sont autour, ces conseillers spéciaux, et aussi par eh bien, cette main tendue de Granel, de Caballero et de ces Espagnols, faire un manifeste afin de dire si la monarchie revient, ce sera une monarchie qui sera démocratique et une monarchie surtout qui sera protectrice des droits sociaux des Espagnols. Donc, pas une monarchie absolue, et encore moins le régime franquiste de l'époque, qui est un régime autoritaire et absolument pas social. Donc voilà, c'est ce manifeste-là. C'est un manifeste de dire voilà ce que je propose aux Espagnols, un régime qui reconnaisse la majorité des composantes de la vie politique espagnole, bien sûr hors anarchiste et hors phalangiste, hein, mais les positions les plus modérées seront acceptées et ce sera une monarchie qui sera une monarchie protectrice de tous, et notamment des plus pauvres. Et alors, comment on sait que ça n'a pas l'idée a échoué, le projet a échoué? Pourquoi cet échec des négociations et du projet d'instauration d'une monarchie démocratique en Espagne à cette époque? Il va y avoir une rencontre entre le général Franco et Juan de Bourbon, avec un pacte en disant, écoutez, euh, après ma mort, c'est votre fils qui reprendra le pouvoir, c'est votre fils qui sera le prétendant, il sera élevé dans les académies, les plus grandes académies espagnoles, etc. Par contre, vous devez faire la promesse que vous ne tenterez pas de revenir au pouvoir.
Franco restera au pouvoir toute sa vie, avec la parole que ce sera le fils de Juan de Bourbon, le futur Juan Carlos, qui reprendra le trône après. Juan de Bourbon, qui n'est pas quelqu'un de très charismatique et qui n'a pas un assez fantasque d'ailleurs sur certains aspects, va en fait accepter ce deal, mais comme un peu prisonnier, si vous voulez, de, du fait que premièrement, il n'était pas assuré de reprendre le pouvoir, gauche rallie ou non, et que deuxièmement, ça permettait à son fils de pouvoir reprendre le trône de manière la plus sûre possible. Même si on sait qu'il y aura une jalousie entre le père et le fils, mais ça c'est encore un autre débat. Mais cette espèce de ce pacte va en fait sceller le fait que la main tendue des exilés à Juan de Bourbon a été caduque, en réalité. À partir du moment où le Juan de Bourbon accepte ce pacte avec Franco, toutes les réunions antérieures entre et secrètes à Estoril ou ailleurs tombaient à l'eau. Donc, à partir de ce moment-là, Granel constate son échec et renonce en fait à l'action politique. Mm. Et vous dites qu'il est retourné ensuite en Espagne. Il a tourné clandestinement en Espagne, il s'est remarié. Euh, il est reparti vivre dans la région de Valence. Et alors qu'il allait chercher, si vous voulez, eh bien, sa pension militaire à au consulat de Valence, il est mort dans un accident de voiture. Lui qui était un si grand pilote, parce que c'est un passionné d'automobile et de moto, il meurt dans un accident de voiture en 72 de mémoire, sans voir la transition démocratique espagnole quelques années plus tard. Alors il faut savoir par contre que le journal des syndicats franquistes, appelé Syndicat Jaune, hein, qui était sous contrôle franquiste, un journal dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, je crois que c'est El Pueblo, avait fait une interview de lui quelques mois auparavant avec le titre Un héros espagnol, comme si vous voulez, une partie de la droite conservatrice et franquiste reconnaissait un petit peu en Granel un héros populaire espagnol, soit de gauche ou non, si vous voulez, mais un héros espagnol parmi d'autres. C'est un symbole assez intéressant d'ailleurs, hein. Que ce journal jaune accepte de faire sa première page, ou un très grand article, tout du moins, sur Amado Granel, sur ce républicain qui avait libéré Paris. Alors, on est libération de Paris symbolique, bien entendu, hein. Mais que même la mémoire, une certaine mémoire franquiste acceptait de voir en lui un héros espagnol euh, dans une période où, quand même, la mémoire franquiste était très raccordée à la guerre civile. Alors, en France, la mémoire de Granel, c'est surtout la mémoire de la Nueve. Oui. La mairie de Paris a souligné l'importance de cette compagnie. Alors, il y a eu des travaux d'un historien anarchiste de mémoire, dans les années 70, 80, qui avait parlé d'Anoévé, c'est Ponte Prades, pour son nom, qui avait déjà parlé de cette histoire de la. Mais c'est vraiment le travail et le labeur d'une journaliste formidable qui s'appelle Evelyne Mesquida, qui a fait un travail vraiment pointu, vraiment courageux, puisque beaucoup de gens, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ne veulent pas parler de Noévé comme d'une unité prestigieuse qui serait rentrée à Paris dans les premiers, hein. Il y a encore, si vous voulez, certains conservatismes, notamment dans les milieux anciens combattants, mais pas que. C'est ce travail-là qui a vraiment mis la Noévé, si vous voulez, sur le devant de la scène, hein. C'est vraiment son travail. Si aujourd'hui, il y a une association de la Noévé, si aujourd'hui, il y a des plaques de la Noévé à l'hôtel de ville de Paris, avec notamment ce jardin, c'est grâce au travail d'Evelyne Mesquida. Ça, c'est indéniable. Elle a d'ailleurs été reçue lundi et décorée par Anne Hidalgo pour son travail. Elle m'avait gentiment convié à cette manifestation et c'est très largement mérité, hein. Parce que c'est un travail qui lui a coûté beaucoup plus, notamment financièrement, mais un travail qui était extrêmement courageux et qui était primordial pour la mémoire de tous d'ailleurs, hein. Très bien, merci beaucoup Cyril Garcia. Je rappelle
le titre de votre livre, Amado Granel, Libérateur de Paris, aux éditions, toujours disponible, aux éditions de l'Harmattan. Je Merci précise que ce beaucoup. que j'ai dit n'est qu'une partie du livre, hein. Lisez-le. Bien sûr, il faut lire les livres dont nous Bien parlons sûr. au mercredi de la Nare. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, Bertrand.